Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le catalogue d'exposition La fabrique des images, vision du monde et forme de la représentation. Un ouvrage collectif sur la direction de Philippe Descola, à la fois commissaire de l'exposition, qui a eu lieu au musée du Quai Branly du 17 février 2010 au 11 juillet 2011 à Paris. Né en 1949 à Paris, philosophe de formation, Philippe Descola était spécialiste des Indiens d'Amazonie et du rapport à la nature établi par les sociétés humaines. En 2012, il a reçu la médaille d'or du CNRS, ce qui est la plus prestigieuse récompense scientifique française. Professeur au Collège de France depuis 2000 dans la chaire d'anthropologie de la nature, Philippe Descola dirige depuis 2001 le laboratoire d'anthropologie sociale. Ses travaux ethnographiques menés en Équateur auprès des Indiens Jivaro-Achuar ont révolutionné les études sur l'Amazonie, étendant progressivement sa réflexion à d'autres sociétés et dépassant l'opposition entre nature et culture. En 2005, il a publié son grand ouvrage « Part de la nature et culture ». Dans ce texte, il nous montre que la nature est une construction, ou plutôt le fait que l'homme soit extérieur à la nature. Au XVIe siècle, la séparation des humains et non-humains en Occident a eu lieu. Peut-être cette séparation a permis le développement de la science et s'est imposée comme une norme universelle. Or, cette position n'est pas universelle et elle ne date que de quelques centaines d'années. Il développe donc 4 anthologies qu'on pourrait appliquer de manière universelle aux divers regards des populations sur la planète. Et c'est justement sur les contenus de cet ouvrage que l'exposition La fabrique des images s'est fondée. Comme l'énonce Philippe Descola, l'objectif de l'exposition est de donner à voir ce qui ne se voit pas d'emblée dans une image, à savoir les effets que ceux qui l'ont créée cherchaient à produire sur ceux à qui elle était destinée. Des images très anciennes ou très lointaines peuvent éveiller en nous les désirs, la peur, le dégoût, la pitié, l'amusement ou même, plus simplement, la curiosité. Le plus souvent, toutefois, ces effets ne sont pas perçus, car les conventions qui guident leur mise en image restent opaques aux visiteurs d'un musée du XXIe siècle, dont le regard a été façonné pour l'essentiel par la tradition de l'art occidental. Cette exposition, c'est donc un voyage. Dans cette proposition innovatrice, Philippe Descola propose une approche particulière des représentations picturales présentes sur les 5 continents. Mais ce n'est pas que cela. En effet, cet ouvrage est traversé par une profonde réflexion autour de l'universalité des modes de discontinuité entre les humains et non-humains, c'est-à-dire les différentes façons de se relationner, de construire, de façonner ou de comprendre l'environnement entre des êtres humains avec ceux qui leur entourent. Ces grands anthropologues, à l'aide d'autres chercheurs engagés dans les sujets, nous montrent donc comme 4 grandes visions du monde, le naturalisme, le totémisme, l'animisme et l'analogisme, se manifestent dans les images que produisent les sociétés humaines, concept développé dans son ouvrage Part de la nature et culture. Allons-y pour voir de plus près, commençons pour ceux qui nous ressemblent alors. Le naturalisme, ou croyance que la nature existe, autrement dit, que certaines entités doivent leur existence et leur développement à un principe étranger au fait de la volonté humaine, où rien n'advient sans qu'une cause, quelle que soit de nature transcendante ou propre à la nature du monde. Cette croyance est typique des cosmologies occidentales depuis Platon et Aristote. La nature est ce qui ne révèle pas de la culture, ce qui se distingue de savoir et savoir-faire humain. Tous les êtres sont soumis aux mêmes lois, mais seuls les humains ont une intériorité. L'animisme est l'inverse du naturalisme. Les non-humains ont la même intériorité que les humains, mais tous se différencient par leur corps et ce qu'ils permettent d'accomplir dans le monde du fait des propriétés physiques. Les humains
nouent des relations avec les autres collectifs sur la base des normes communes à tous. Les relations ne sont pas des métaphores. L'animisme est caractéristique, par exemple, des Indiens de l'Amazonie, de l'Amérique du Nord ou des populations autochtones de Sibérie. Chez les totémistes, il y a une association des groupes entre des personnes humaines et non humaines, qui partagent la même intériorité et la même physicalité. Ils sont faits de la même matière. Il y a une fusion entre les humains et les animaux de leur totem. Les membres humains d'une classe totémique partagent un ensemble de propriétés substantielles et matérielles qui leur sont propres. Les totems incarnent de façon exemplaire les attributs particuliers des comportements, d'humeur et d'apparence reconnus aux humains qui représentent. L'analogisme est fondé sur l'idée que tous les éléments du monde sont différents dans son intériorité, âme, comme dans son extériorité, corps, et tente d'apaiser les sentiments de désordre qui résultent du peuplement de nombreuses singularités qui habitent le monde avec un usage obsessif des correspondances, de sorte qu'il devient indispensable d'établir entre eux des relations qui se répondent. Dans cette ontologie, j'aimerais m'arrêter pour vous présenter 12 exemples qui illustrent l'analogisme chez les Kogi, population que j'étudie dans le cadre de mes études en anthropologie à la EHESS. Cette population se situe au nord de la Colombie. Les Kogi construisent une relation enchevêtrée avec le monde pour lui donner du sens. Le premier exemple d'analogisme chez les Kogi s'agit de leur rapport au propre corps qui se répond au corps de la terre. Voici un témoignage d'un Kogi à ces propos. Ici, c'est notre territoire. Il est délimité par une ligne imaginaire que nous appelons la ligne noire. C'est une ligne qui entoure la Sierra au niveau de la terre basse. Pour nous, la Sierra est comme une petite planète. C'est pour cela que nous la délimitons avec un cercle. On y trouve la mer, les déserts, la neige. Elle comporte tout ce qui est nécessaire à la vie, y compris la mort. Mais toutes ces montagnes ne sont pas seulement notre territoire ancestral. Pour nous, c'est le cœur du monde, de la vie. Comme un corps, c'est un espace vivant. L'eau, c'est comme le sang qui coule dans nos veines. Les pierres sont comme nos os, ou comme les vents, comme l'air qui circule et que nous respirons. Les arbres et les planètes sont nos cheveux. Les déserts, nos bouts de plantaires ou nos pommes. Là où rien ne pousse, les choses sont reliées les unes avec les autres. Si l'on abîme le corps ou le foie, c'est tout le corps qui souffre. La terre vit et ressent les choses comme une personne. Elle est parfois fatiguée, malade. Elle peut se défendre. Elle peut aussi avoir une pensée, être tendre, aimer ou punir. Nous devons continuer à protéger le corps du monde. Nous devons conserver l'équilibre du monde. Et c'est cet équilibre entre nous et la terre qui est notre religion. C'est ainsi que les Kogi expriment que leur corps est comme le corps de la terre. Aussi, pour symboliser cet équilibre, ils portent des chapeaux blancs qui représentent les sommets de la montagne enneigée où ils s'y habitent, la Sierra Nevada de Santa Marta. Le deuxième exemple d'analogisme chez les Kogi est la compréhension d'un monde enchevêtré entre les concepts de mer et l'individu lui-même. Il existe donc des métaphores qui symbolisent ces liens de nature profondément spirituelle. Comme l'a montré Rachel Dolmatov, la cosmologie Kogi correspond à un culte à la fertilité, qui trouve son expression concrète dans la femme, en tant que mère et terre. Parmi les multiples formes qui prend ces principes féminins, se trouve en premier lieu l'univers en tant que tel. Pour les Kogi, le cycle de la vie est en permanence dans une matrice. L'utérus de la mère est un univers. Puis la maison, la représentation d'un utérus. Dans le même sens, l'univers dans lequel nous vivons est un utérus. Et la mort leur permet de revenir au centre de la terre-mère. Ce retour est symbolisé comme un retour au monde intra-utérin, duquel ils vont partir au monde des morts, et finalement
l'individu reste lié définitivement avec la mère. Ce qui signifie qu'un Kogi ne se sépare jamais de leur mère terre. La mort donc n'existe pas. L'individu passe d'un cycle à l'autre, toujours traversant le corps de sa mère qui prend à chaque fois diverses formes. Les caractéristiques des divers rapports que les Kogi entretiennent avec le cosmos me suggèrent que les Kogi ont une relation d'analogie au monde. Le rapport entre les macro- et microcosmes ou les signes cosmiques et naturels font écho à telle ou telle partie de leur corps pour obtenir une réduction maîtrisable du cosmos, comme un monde en petit, et au sein duquel l'homme Kogi peut tisser des affinités pour trouver un refuge dans ce système qui sert à tout relier.